la santé, comme on sur ce point, la santé du corps est comprise comme un équilibre entre les qualités premières qui caractérisent le corps humain. Et la maladie, un déséquilibre. Par exemple, si vous avez un rhume, c'est que vous avez un excès de froid. Et Galien, est-ce que un jour vous pouvez fermer la porte? Donc, c'est la doctrine de base de Galien. Il s'agit de rétablir, toujours on raisonne en termes de crasis en grec. En latin, c'est le terme complexio, c'est-à-dire le mélange de ces qualités premières, c'est ça qu'on appelle la complexion. Cette complexion, c'est donc la base de raisonnement de la médecine de Galien, et non pas les humeurs. Les humeurs dont parlait Hippocrate existent bien chez Galien. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la théorie du moral, mais les humeurs, il y en a 4. Ces 4 humeurs sont composées, elles aussi, de ces qualités, donc ce n'est pas contradictoire. Simplement, Hippocrate partait du raisonnement sur les humeurs, ces fluides, ces 4 fluides, chacune composée d'un groupe de qualités, donc la mélancolie, le flegme, etc. Et c'était la base de son raisonnement. Galien raisonne directement sur les qualités. Les humeurs tiennent un rôle dans le raisonnement, mais la base de son raisonnement est plus fondamentale, c'est les qualités. Donc, il faut dire donc que la médecine médiévale est complexionnelle beaucoup plus que humorale, parce qu'elle est beaucoup plus galénique qu'hippocratique. Donc, le principe est simple, au moins le principe. Si le malade souffre d'un excès de chaleur, on va lui prescrire des médecines, des médicaments où domine la qualité froide. Le but étant de revenir à l'équilibre entre les qualités. Donc si vous avez pris froid, vous avez un excès de froid, on va vous donner des médecines, des médicaments, qui comme tout corps a aussi des qualités plus ou moins chaudes, des médicaments qui sont chauds, des médicaments qui sont froids, pour rétablir en vous l'équilibre. C'est ça le principe de la médecine galienne, qui intègre les médecins médicaux. Alors d'emblée, j'indique que Avicenne va développer quelque chose qui était déjà présent dans le galénisme, va le développer beaucoup plus. À savoir que il développe l'idée qu'à côté des médicaments qui agissent en vertu de leur qualité première ou de leur agencement, par exemple, tel médicament, telle médecine, on va le donner parce qu'il est chaud, tel il est froid, il y a des médicaments qui ont des propriétés qui ne peuvent pas se ramener, ne peuvent pas être réduites, qui ne peuvent pas être expliquées par la complexion, qui ne peuvent pas être rapportées à un agencement des qualités premières. Par exemple, dit-il, la rhubarbe a la qualité de purger, de faire évacuer l'humeur colérique, d'attirer l'humeur colérique et donc de la purger. Il dit c'est absolument pas en vertu de ses qualités chaudes, froides, sèches, humides qu'elle a cette vertu d'attirer. C'est en vertu d'une propriété qui n'est autre, qui est bien issue de la complexion mais qui la transcende. C'est, dit-il,
ça s'explique par la substance tout entière de la rhubarbe, la toute substance, c'est le terme employé, toute substance ou forme spécifique. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la forme spécifique. Donc il y a une forme spécifique à la rhubarbe qui fait qu'elle a des propriétés qui ne sont pas explicables par l'agencement des qualités chaudes, par l'équilibre des qualités, le mélange des qualités chaudes, froides, secs. Et cette vertu, c'est ce pouvoir, si vous voulez, c'est ce qui va donner lieu à ce qu'on va appeler par la suite la doctrine des propriétés occultes. C'est-à-dire que, à la différence, normalement, on peut tester, voir si quelque chose est chaud, froid, sec, humide, on le touche et on le sait. Une manière sensible de l'appréhender. La propriété occulte, elle n'est pas manifeste, elle est cachée. La rhubarbe, rien ne peut nous dire, avant d'avoir fait l'expérience qu'elle attire l'humeur colérique, qu'elle est capable de l'attirer. C'est exactement ce qui se passe pour l'aimant. L'aimant n'est ni chaud, c'est pas en vertu du chaud, du froid, du sec ou de l'humide qu'il attire le fer. D'accord? Il y a en lui la forme spécifique d'attirer le fer, qui n'est pas explicable par cette mélange de complexions. Il a la propriété occulte d'attirer le fer. Occulte pourquoi? Parce que si vous touchez le fer, vous n'avez aucun moyen de savoir en le touchant qu'il a la qualité d'attirer le fer. Pour ça, il faut faire l'expérience. Alors, cette doctrine de propriété occulte, évidemment, j'ai beaucoup travaillé dessus, puisque c'est précisément le point de bascule entre la science et la magie. Puisque, en définitive, on attribue aux propriétés occultes, ça on l'avait vu au premier cours, hein, l'ironie de Molière, vous vous souvenez, ce qu'on ne peut pas expliquer dans le cadre habituel de complexion. Donc Galien, on avait parlé, avait tendu les perches de ce côté-là, mais c'est vraiment Avicenne qui va développer ce point. Est-ce que ça va? Vous avez bien compris? Bon. Il n'y a pas de questions sur ce point? Alors, je vais donc aborder le deuxième point, qui est la question des rapports entre la médecine médiévale et l'astrologie. Alors là, beaucoup de choses ont été dites assez inexactes sur cette affaire, puisque pendant longtemps, dans le cadre un peu d'une vision un peu sommaire de la médecine, qui voulait en voir quelque chose d'un peu exotique, on a eu tendance à attribuer beaucoup trop d'astrologie à la médecine savante. Bon, nous avions vu dans le premier cours que le Haut Moyen-Âge ne connaît que des formes très rudimentaires d'astrologie, avant les traductions, hein, ce sont des lunaires, des figures, quelque chose qui est à cheval entre la numérologie et l'astrologie. Il n'y a pas encore les instruments d'une astrologie dite savante. C'est vraiment les traductions gréco-arabes du XIIe siècle qui apportent en même temps et la médecine scientifique et l'astrologie savante. Effectivement, si l'on regarde les textes d'astrologie qui sont transmis, très souvent, dans les textes d'astrologie, je parle plus de médecine là, il est question de la santé. On comprend, l'astrologie essaie de répondre à toutes les préoccupations humaines, et la santé n'est pas la moindre. Par exemple, je m'étais amusé à compter, dans le Centiloquium du Pseudo-Ptolémée, textes d'origine compliquée, sans doute d'origine arabe, mais il n'est pas complètement exclu que ce soit aussi des éléments d'origine grecque. Le Centiloquium du Pseudo-Ptolémée, c'est pas du tout Ptolémée, hein, il a attribué à Ptolémée, qui est un recueil de 100 aphorismes astrologiques, extrêmement compliqué. Hein. C'est pas du tout de l'astrologie de base, hein. C'est compliqué. Le Centiloquium de Ptolémée. J'avais compté 15 aphorismes se rapportant à des questions de santé. Directement. Donc, l'astrologue peut être conduit dans ses jugements particuliers, hein, à se prononcer sur l'évolution de la santé du client. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait ce qu'on appelle